Tu veux bien faire, tu veux être présent, montrer que tu écoutes, que tu comprends et pourtant, il y a ce moment bizarre parfois où l'autre se referme. Il y a un truc qui se casse dans l'échange et tu ne sais même pas pourquoi. C'est un petit peu comme si tu marchais sur de la glace. Tout va bien et à un moment donné, tout s'effondre. Cette connexion que tu pensais être en train de construire disparaît en quelques secondes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 phrases qu'on dit tous et sans qu'on le sache, qui peuvent venir détruire la connexion qu'on est en train d'essayer de créer. Ce que je vais t'expliquer ici, c'est pas une liste de choses à ne pas dire. Ce sont des mécanismes invisibles qui sont derrière des conversations qui dérapent. Parce que la communication, c'est pas juste des mots, c'est un échange d'émotions, de besoins et de signaux subtils qu'on va rarement capter de manière consciente. Allez, on commence tout de suite avec un premier exemple très simple. Première phrase, attends, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Tu connais cette situation, quelqu'un se confie à toi et là, tu penses à une histoire similaire. T'en profites, tu sautes dessus, tu rebondis et tu récupères la parole. Ça part pas d'une mauvaise intention, c'est plutôt un élan. Mais ce que l'autre va se dire, c'est ok, on ne parle plus de moi. Imagine la scène, t'es avec un ami et ce dernier te raconte qu'aujourd'hui, il a eu un entretien d'embauche hyper stressant, que le recruteur lui posait des questions hyper déstabilisantes. Avant même qu'il puisse continuer, tu enchaînes du tac au tac et tu dis « Ah ouais, ça me rappelle mon entretien d'embauche chez Capgemini l'année dernière, un vrai cauchemar avec ce recruteur. » C'est exactement de ce genre de situation dont je veux parler ici. C'est quand un souvenir en enclenche un autre presque instantanément et c'est tout à fait naturel. Sauf que parfois, dans certaines conversations, ça va venir provoquer une rupture de connexion. On est bien en train de parler de la même chose, mais sans t'en rendre compte, ici, tu vas complètement changer le focus. Tu récupères la lumière du projecteur et tu n'as pas laissé l'autre personne te partager ce qu'elle avait à partager. C'est très bien d'avoir ce mécanisme parce que ça va donner des conversations fluides, mais dans un cas comme celui-là, laisse l'autre finir. Raconte ton expérience, mais ensuite redonne-lui la parole. La meilleure réponse ici, ça aurait été de retenir un petit peu ton histoire, même si tu brûles de la partager à chaud, de continuer à écouter la personne dans une écoute active. Ponctue ta conversation avec des avec des hochements de tête, montre à la personne que tu es véritablement présent et ensuite simplement embraye avec ton histoire. Si ton expérience, ton partage est pertinent et que ça peut aider l'autre, c'est très bien. Mais surtout, donne son espace à l'autre et ne coupe pas la parole. Deuxième phrase, moi aussi, j'ai vécu pire. Est-ce que tu t'es déjà vu prononcer cette phrase où tu dis « moi aussi, j'ai vécu pire ». En faisant ça, tu veux probablement créer de l'empathie en disant « je te comprends, moi aussi, j'ai vécu quelque chose de difficile ». Mais ce que l'autre personne va entendre, c'est « ton histoire est moins importante que la mienne ». Je vais te donner un autre exemple concret. Ton amie te dit qu'elle est épuisée, qu'elle a passé 2 nuits blanches parce qu'en ce moment, elle travaille sur un projet qui lui prend toute son énergie. Et toi, tu réponds « oh mais c'est rien ça, l'année dernière, j'ai enchaîné plus d'une semaine de travail en dormant moins de 4 heures par nuit ». Ce qui se passe à ce moment-là dans ton cerveau est tout à fait fascinant. Tu cherches à créer du lien par un mécanisme qu'on appelle l'identification. Le problème, c'est que ce mécanisme échoue presque toujours. Pourquoi? Parce que tu vas créer une hiérarchie invisible entre vos deux expériences. C'est pas un concours. La personne en face de toi, elle a besoin d'un espace pour exister. Pas qu'on le remplace par ton anecdote. Si tu veux créer du lien, reste avec elle, mais ne bascule pas tout de suite sur toi. La vraie puissance ici, c'est de valider l'autre personne, de dire 2 nuits blanches, waouh, ça a dû être vraiment difficile. Pas besoin de parler de toi, pas besoin de comparer, juste reconnaître sa réalité telle qu'elle est sans avoir besoin d'y mélanger la tienne. Troisième phrase, oui mais, regarde les faits. Ça, c'est un réflexe rationnel. L'autre te parle avec ses tripes et toi, tu réponds avec un raisonnement logique. I can fix that. Oh, you can fix that? Tu veux aider l'autre à y voir clair, mais l'autre ici, il n'a pas envie d'y voir clair. Il veut juste être entendu. Prenons un exemple. Tu discutes avec ta sœur, elle te dit qu'elle est complètement dépassée par son travail, qu'elle n'y arrivera jamais et qu'elle est en train de penser à démissionner. Imagine que dans cette conversation, ta réponse, ça soit « non mais, regarde les faits ». Tu as un master, tu as déjà 3 ans d'expérience et ton manager t'a déjà fait 2 retours positifs. C'est ça dont je veux parler ici. 2 personnes dans une conversation avec l'une qui te parle de ses émotions et l'autre qui va répondre avec de la raison ou avec de la logique. Ce qui se joue ici relève de la dissonance cognitive entre 2 modes de pensée fondamentalement différents. Le système émotionnel et le système analytique. Dans le jargon des neurosciences, on parlerait du système limbique versus le cortex préfrontal. Bref, pour la faire simple, ce sont 2 langages complètement différents. Encore une fois, la réponse appropriée ici, c'est d'accompagner ton interlocuteur et de l'aider à partager ses émotions. Tu peux avoir un regard attentif, un hochement de tête, ponctuer ce que la personne dit, voire même être tactile. Ce qui est important, c'est de montrer véritablement une présence, une écoute active. Pas besoin de questions,
pas besoin d'analyse, juste de la reconnaissance pure de ce que la personne est en train de traverser. Un autre conseil ici, si tu as du mal à affronter ce genre de situation, le fait de laisser un vrai silence tout en maintenant ta présence à l'autre personne va être beaucoup plus positif que de switcher dans un mode analytique. Pourquoi ? Parce que ce silence va créer un espace où l'autre personne se sent entendue. Quatrième phrase, t'as qu'à faire ça. Ton interlocuteur ou ton interlocutrice galère et toi, paf, direct, tu proposes une solution parce que t'es vachement doué à ça et tu veux aider l'autre à régler son problème. You know what you should do? Cut your hair. What? And I think it'd look better. Ooh, maybe a little beard like George Michael. I wonder how tall he is. I bet he's tall. T'as envie que ça aille mieux pour l'autre, pour toi, pour tout le monde, bref, tu solutionnes. Le truc, c'est que sans le dire, ce que tu es en train de faire comprendre à l'autre, c'est que ce que tu ressens n'a pas d'importance. L'important, c'est tes actions. C'est ce que tu vas faire. Et pour l'instant, tu n'as pas fait les bonnes actions. Imagine par exemple que ton meilleur pote qui a déménagé à Hong Kong te raconte qu'il se sent vraiment seul, vraiment isolé, qu'il n'a aucun ami et qu'il s'ennuie. Toi derrière, tu pourrais lui répondre « Non mais attends, c'est facile, inscris-toi à un club de sport ou télécharge une application pour te faire des amis. » La psychologie comportementaliste a un terme pour ça, ça s'appelle le fixing behavior. En français, ça voudrait dire le comportement réparateur. Ce genre de comportement, il est particulièrement présent chez les personnes qui sont tournées vers l'action ou qui ont plutôt un profil très technique. On veut optimiser, on veut résoudre, on veut avancer, mais le problème c'est que les relations humaines ne fonctionnent pas comme des équations mathématiques. Dans ce genre d'exemple, ce dont ton interlocuteur a besoin, c'est de compagnie en réalité. Et tu ne t'en rends pas compte, mais dans le moment présent, en discutant avec l'autre, ta compagnie, tu es en train de l'apporter. Ton soutien, tu es en train de l'apporter. Donc tu n'as pas besoin de donner une nouvelle solution puisque tu es déjà en train de solutionner le problème simplement par ton écoute active et ton attention. De deux choses. La première, on a envie de bien faire et la deuxième, on a envie de faire ce pourquoi on est doué, à savoir trouver des solutions simples à des problématiques complexes. Et je comprends tout à fait parce que je me retrouve parfois dans ce genre d'arbitrage. J'ai envie tout de suite de donner la solution à un client ou à un ami, une personne de mon entourage, mais en réalité, il vaut mieux attendre que la personne en face te demande une aide technique avant de la proposer. Donc dans ta conversation, ça va venir en deux temps. Premier temps, écoute, compréhension, validation de ce que l'autre personne ressent et tu apportes ta présence. Et dans un deuxième temps, tu peux proposer ton aide et tu peux dire à la personne, écoute, si jamais tu as besoin d'un conseil, dans un cas comme celui-là, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu ou je connais quelqu'un qui a déjà vécu ça et je sais comment la personne s'en est sortie. Et c'est l'autre en face qui va te dire, ah oui, moi je veux bien que tu me donnes des conseils, je veux bien que tu me donnes une solution. Mais ne commence pas par cette partie-là. Cinquième phrase, t'inquiète, ça va passer. Alors celle-là, elle est douce, elle est bienveillante, mais elle peut faire mal sans qu'on s'en rende compte. Un exemple qu'on connaît tous, un ami traverse une rupture amoureuse et discute avec toi pour te confier sa peine. Et toi, tu réponds, non mais t'inquiète, c'est un moment difficile à passer et dans 2 semaines, je te jure, t'y penseras même plus. It's gonna be okay. You're gonna be okay. Ce qu'on ne réalise pas en répondant de cette manière, c'est que notre phrase contient une injonction paradoxale. Elle demande implicitement à l'autre de ne pas ressentir ce qu'il ressent légitimement. C'est normal d'être triste, c'est normal de souffrir quand on traverse une rupture, c'est tout à fait légitime. Mais en disant « t'inquiète, ça va passer », tu dis à l'autre « ne ressens pas ce que tu ressens », contourne cette émotion. En psychologie, on appelle ça l'invalidation émotionnelle. Et c'est un comportement qui est hyper répandu et subtilement toxique et qu'on retrouve dans beaucoup de relations. À travers le mot « t'inquiète », tu dis à l'autre « arrête de ressentir ce que tu ressens ». Ce qui se passe aussi très souvent dans ce genre d'exemple, c'est qu'on ne rassure pas pour aider l'autre, on rassure pour s'auto-protéger soi-même face à la détresse qu'on voit chez l'autre personne. Parce que, évidemment, c'est quelque chose qui nous affecte. Si je suis face à quelqu'un qui me raconte sa rupture, qui est en pleurs, eh bien, effectivement, je suis en train de recevoir de la détresse. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de manier et on peut avoir envie de s'en protéger. Accompagner quelqu'un, c'est pas fuir son émotion. Au contraire, c'est l'encaisser, être capable de la recevoir, pouvoir rester présent sans chercher à l'éteindre. Dans des moments comme ça, de douleur profonde, il faut vraiment que tu gardes en tête ce mot de accompagnement. C'est-à-dire, je vais rester avec la personne et je vais l'aider en fait à faire passer son émotion. Les émotions sont comme des vagues qui passent à l'intérieur de nous et le problème c'est que ton interlocuteur ou ton interlocutrice,
s'est pris un énorme mur de 10 mètres de haut dans la gueule et qu'elle est en train de tourner, n'arrive plus à respirer. Donc toi, tu dois accompagner, tu dois tendre une main et tu ne dois pas lâcher. Tu dois rester présent, laisser la vague émotionnelle passer chez l'autre et véritablement conforter l'autre par ta présence et par ton écoute. Ça va passer bien sûr par une présence active, mais surtout par le fait de montrer son empathie. Et cette empathie, tu peux la montrer de manière verbale, tu peux également la montrer par des actions. Tu vois quelqu'un qui pleure, le simple fait de tendre un mouchoir ou le simple fait de prendre cette personne dans nos bras, eh bien c'est déjà un langage en soi. Et en faisant ça, là vraiment, tu vas venir renforcer une connexion qui est probablement déjà très forte. Toutes ces phrases ont un point commun, elles partent toutes d'une bonne intention. On a envie d'aider la personne en face, on a envie de l'aider à traverser ce qu'elle traverse. Mais le problème, c'est qu'elles traduisent toutes un malaise, notre peur de rester dans l'émotion de l'autre. C'est paradoxal, mais c'est profondément humain. D'un côté, on a envie de créer une connexion ou de l'amplifier, mais de l'autre, on a également peur de la profondeur de cette connexion. Un petit peu comme quand on va à la mer, ok, on est content, on joue dans les vagues, mais à un moment donné, quand on arrive un peu trop loin du bord et qu'on voit plus ce qu'il y a en dessous, c'est quelque chose qui peut être effrayant. Du coup, on va rester dans une zone conversationnelle confortable dans laquelle on a pied et on va pas s'éloigner trop loin du bord parce qu'on a peur de l'inconnu. Le truc, c'est que la vraie connexion, elle se crée pas quand tu trouves la bonne formule. C'est ce que je disais en introduction de la vidéo. C'est pas une liste de choses à dire ou à ne pas dire. La connexion, elle se crée quand tu laisses l'autre exister. Un endroit où l'autre peut juste être sans comparaison, sans pression, sans injonction à passer à l'action. C'est ce que le psychologue Carl Rogers appelait l'écoute active. Cette capacité rare à être complètement présent à l'expérience de l'autre sans chercher à la modifier, à la juger ni à la résoudre. Et si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que parfois, la bonne chose à dire, c'est justement de ne rien dire. Le silence attentif est peut-être la plus pure forme de connexion. Parce qu'il dit « je suis là, totalement là, avec toi, pour toi, dans cette expérience que tu traverses ». Et ça, aucune phrase, aussi parfaite soit-elle, ne pourra jamais le remplacer. Abonne-toi, je te retrouve très vite.